également nos lecteurs, parce que vous n'hésitez pas, vous y allez au bazooka, clairement. Hein, on a voulu vous chercher, on va vous trouver. Enfin, je résume un petit peu de façon cavalière, mais c'est un peu ça, parce que tout le monde connaît ici Jean Daniel, qui ne connaît pas Jean Daniel, l'âme de l'Observateur, etc. Vous l'affublez du titre de Le Narcisse de Blida. Déjà là, c'est culotté, quoi. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé lire ça sur Jean Daniel un jour dans ma vie, hein, mais voilà, tout arrive. Et entre guillemets, vous dites, toute sa vie, il avait pioché dans le même sac de farce et attrape rhétorique, toujours visant au même but, prospérer sur les apparences de l'engagement. Prospérer sur les apparences de l'engagement, en évitant toujours de s'engager fermement en faveur de quoi que ce soit, si ce n'est en faveur de l'ordre existant qui avait fait de lui le roitelet de son temps. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai lu le Nouvel Obs, comme le titre d'ailleurs dans mon métier, que l'Express ou le Point, mais ça fait 40 ans. Jamais j'aurais pensé lire ça sur Jean Daniel, avec ces mots-là, en plus de la bouche de quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 4 ans. C'est pas quelqu'un... pardon, 15 ans. Depuis 15 ans. Ouais, vous connaissez depuis 15 ans. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui un jour s'est dit tiens, je vais envoyer un exocet de ce genre-là. Non, non. Bon, je pourrais lire les mêmes choses sur Laurent Geoffrin, qu'on connaît bien, qui lui, alors lui, il en prend pas mal, lui aussi. Hein. Vous citez même un éditorialiste, tiens, on ne sait pas qui c'est. Ce n'est pas nous qui sommes devenus réactionnaires, c'est le réel qui est devenu réactionnaire. Elle est belle celle-là aussi, je trouve. Et véridique. Oui, non, mais voilà. Là, 22 avril 2002, au lendemain de 7 ans. D'accord. Donc, vous y allez, vous n'y allez pas avec le dos de la plume. Oui, écoutez, justement, Laurent Bauduit, à l'instant, rappelait le combat d'Albert Camus après la guerre, quand il fonde justement le journal Combat, et que son obsession, c'est de couper le lien entre presse et puissance d'argent, entre presse et État, entre presse et influence étrangère. Bon, au sortir de la guerre, c'est évidemment un souci. Voilà, et il a des phrases magnifiques à ce sujet. Et il en a une qui m'est particulièrement chère, parce que malheureusement, elle dit toute la tragédie actuelle de l'os et de la presse en général. Il n'y a pas de pire infortune de la vertu pour une presse pauvre que de se vendre à de grands financiers libertins. Voilà. C'est exactement ce qui est arrivé à ce journal, fondé par Jean Daniel. Et malheureusement, il a accompagné pleinement cette mutation. Loin de s'y opposer, ne serait-ce que symboliquement, parce que moi je crois à la force des mots, des symboles, et face au capital, nous n'avons que ça, nous n'avons que les mots en fait. Mais ça, nous les avons et nous avons la possibilité d'en user jusqu'au bout. Et ça, et ça, il ne l'a pas fait. Il a même pris la plume en juin, au moment de mon licenciement, pour porter les valises de Xavier Niel et Pierre Berger. Et ça, je le dis, même si c'est presque une anecdote par rapport aux enjeux soulevés par ces deux livres, ça, moi, je ne peux pas conserver une forme de respect à quelqu'un qui fait ça. Et selon vous, ça vient de loin. C'est ce que vous m'avez confié tout à l'heure avant qu'on arrive dans cette salle. Moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un gars qui est devenu peu à peu sénile. Pardon, ça peut arriver à tout le monde, hein, parce qu'il est quand même pas de la... Moi, vous m'avez dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Ça s'inscrit depuis très longtemps dans son cursus. Je ne pense pas que les gens changent énormément à travers le temps, définitive. Je pense qu'il y a des magnifiques figures de nonagénaires. Moi, j'ai personnellement connu Stéphane Hessel, qui était quasi centenaire, ou même Edgar Morin, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. C'est quelqu'un qui tient encore la rampe avec un certain panache sur certains combats essentiels. Et moi, je pense que ces générations-là ont énormément à nous dire. Donc moi, je n'irai pas mettre en cause quelqu'un pour son âge. Mais je vois que si quelqu'un prend encore la plume, c'est qu'il estime pouvoir le faire. Et si c'est pour accompagner l'emprise totale du capitalisme sur la France française, je pense que ça pose un problème moral et intellectuel. Évitant toujours de s'engager fermement en faveur de quoi que ce soit, si ce n'est en faveur de l'ordre existant. C'est terrible ça. Concernant Jean Daniel. Alors, vous parlez, donc vous avez beaucoup parlé de l'Obs dans votre livre. Vous avez aussi fait 2 ans à peu près à Marianne.
Et là, par contre, vous n'en parlez pas du tout. C'est un choix délibéré. Très très peu, Non, j'en parle, notamment dans le chapitre sur le Front National, l'ambiguïté de l'ensemble de la presse mainstream face au Front National, qui est en apparence diabolisée, parfois en réalité fréquentée en sous-main. Voilà, et puis bon, je raconte quelques anecdotes sur le sujet. Non, j'en parle un petit peu. Non, c'est vrai que moi, le livre, c'est pas un livre sur l'œuvre, c'est un livre sur un moment en français. C'est-à-dire un moment intellectuel, le fruit de 30 années de lessivage libéral, anti-marxiste, etc. Un moment politique, celui de la déchéance de la gauche dite social-démocrate, mais qui ne l'est pas du tout, en réalité. Qui n'est plus. Et il ne faut pas leur laisser ce vocable-là. Et un moment, bien sûr, des médias. Un moment des médias où les journalistes commencent eux-mêmes à souffrir dans leur chair, on voit ça à la télé, de ce système qu'ils ont pourtant longtemps prôné. Parce que si on voit quand même le traitement journalistique des manifestations contre la loi travail au printemps dernier, on avait quand même plus de 70% de la population, si l'on en croit les sondages, qui étaient violemment hostiles, y compris dans le privé, à cette loi. Et on a eu 80% des médias qui la soutenaient de façon orientée. Donc il y a un débat... Même histoire pour Nuit debout d'ailleurs. Oui, alors ça, je pense que la popularité de Nuit debout était moindre dans la population. Aussi parce que bon, les médias se sont quand même donné du mal pour en faire un phénomène... démoniaque, au bout d'un moment. Enfin, la sympathie du début dans la population n'a pas survécu aux échauffourées, aux violences qui ont pu exister avec les policiers. Mais pour ce qui est de la loi de travail, oui, je termine là-dessus. Les journalistes eux-mêmes commencent à souffrir de cette emprise sur leur vie, d'un capitalisme type Bolloré. Et donc il y a peut-être l'espoir, moi en tout cas je veux, comme Laurent, terminer sur cette note d'espoir. Oui, l'espoir d'une prise de conscience dans cette corporation, l'espoir de changements profonds et d'une prise en main de ces problèmes. Oui, l'espoir, c'est effectivement le maître-mot de la fin du livre de Laurent. On se dit... on serait presque tenté de dire, oh là là, au secours, forcément encore pour qu'il y ait des étudiants en journalisme, si j'étais à leur place, je partirais en courant. C'est bien, vous me laisserez la place. Donc voilà, mais en même temps, qu'est-ce qui justifie cet espoir? Est-ce que les principales racines de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer de positif, elles ne sont pas en vous, en nous, là, la profession de journaliste? C'est-à-dire, comment on se comporte quand on est journaliste dans un univers pareil? Dans un univers où on est en quelque sorte terrorisé, au sens propre du mot, en permanence, et où on risque sa place, son avenir, l'avenir de sa famille. Comment on peut se comporter? Soit on devient servile, soit on rentre en résistance. On parlait du Conseil national de la résistance tout à l'heure. Vous savez, ce qu'on évoque, Aude et moi, chacun de notre façon, on pourrait se dire, après tout, ce sont des postures de journalistes, des problèmes de journalistes anciens. Je dirais, vous plongez dans l'histoire de la presse au XIXe siècle. Il y a le journaliste corrompu, décrit par Balzac dans Splendeur et misère des courtisanes, tel qui rêvait de devenir un grand écrivain et qui est devenu un impuissant politiculaire. Et puis il y a le journaliste rebelle, Charles de l'Écluse, celui qui érige une statue à la mémoire de Baudin, symbole de la République assassinée lors du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà, il y a toutes les postures de journalistes, toujours. Celui qui marche droit, la tête haute, et le journaliste de gouvernement, de salon. Mais il faut se méfier, Aude nous a appris que quelquefois, qu'il marche droit, la tête haute, et il ne marche pas si droit que ça, la tête est quelquefois s'épaisse. Donc, j'y viens. C'est pas la question qui m'importe, moi, n'est pas tellement la question des hommes. Elle est importante, la question des hommes. C'est surtout la question des systèmes, de l'écosystème de la presse. Mon confrère Louis Planel a souvent une formule que j'apprécie. Imaginons que la presse soit un bocal de poisson rouge, pollué.
l'important, l'urgence. Certes, il faut observer les poissons rouges parce que leur destin est important. L'urgence, c'est d'abord de dépolluer le bocal. Donc c'est trouver les voies et les moyens d'une grande réforme démocratique pour faire en sorte que dans ce bocal, même les poissons rouges, pas très courageux, même les lâches, soient incités à travailler et que les seuls comptes qu'ils aient à rendre, ce ne soit pas à leurs actionnaires, ce soit aux citoyens. Et donc il y a plein, une grande réforme démocratique, je pourrais vous la détailler, à la fois sur l'existant, comment est-ce qu'on peut freiner les abus actuels, et puis en même temps, pour faire émerger une presse nouvelle et indépendante. Mais parlons juste de l'existant. Il y a tellement de réformes de bon sens qu'un gouvernement démocratique, si on en avait un, prendrait tout de suite. Est-ce qu'il est concevable en termes de conflit d'intérêts qu'un actionnaire qui contrôle une agence de publicité, au hasard, l'agence Havas, soit en même temps le propriétaire d'un média? Non, c'est conflit d'intérêts total. Ça devrait être totalement proscrit, interdit, défendu. La publicité, c'est un métier, la presse, c'est un autre. Autre exemple, est-ce qu'il est démocratiquement admissible comme fournisseur d'accès à Internet soit en même temps propriétaire de journaux? J'attire juste votre attention sur le problème démocratique. À la Libération, dans la distribution des journaux, le principe, c'est le principe d'universalité de la distribution. Les kiosquiers sont soumis à des impératifs d'intérêt public, de service public, et doivent diffuser toute la presse d'information générale, mais pas seulement, malheureusement pour eux. Là, les kiosquiers numériques, c'est la nouvelle presse, ne sont pas astreints à cette obligation. Et donc, M. Drahi, hein, l'exilé fiscal de Zermatt, celui dont les holdings de tête étaient implantés tantôt au Panama, tantôt à Guernesey, il obtient SFR et il met sur le portail SFR, pas toute la presse, non, la sienne seulement, Libé et l'Express. Mais c'est une remise en cause gravissime du pluralisme de la presse. Les manias ne pourront, ils obtiennent, fournisseurs d'accès à Internet, c'est une licence publique. On leur octroie une licence publique sans cahier des charges. Ils ne sont pas astreints à diffuser tous les journaux qui souhaiteraient l'être par eux. Donc voilà, en termes de réforme démocratique, il y en a plein. Moi, mon espoir, je termine là-dessus, sur la note d'optimisme que vous me demandiez, c'est, comment vous dire, ce ne sera pas une réforme progressiste ne sera pas prise par les journalistes eux-mêmes. Malheureusement, il y a des lâchetés. Malheureusement, il y a des collectivités qui parfois ne sont pas à la hauteur. Ce sera les citoyens. Je pense que, comme j'ai dit en préambule, la presse est l'un des rouages majeurs d'une démocratie. Je pense que l'état totalement délabré de notre presse dit quelque chose de l'état totalement de notre démocratie. Et donc mon rêve personnel de citoyen et de journaliste, ce serait qu'intervienne dans ce pays une vaste et profonde refondation démocratique ou révolution démocratique, appelez-la comme vous le voulez, dont la refondation de la presse serait l'un des piliers. Alors, juste avant de passer aux questions du public, il y a une question, vous parlez donc de pluralité de la presse. Il y a un fait que vous connaissez bien ici, que vous évoquez à la page 67, par un hasard, c'est le cas du Crédit Mutuel, qui possède donc un grand nombre... 67, c'est pas un hasard, le département du Crédit. Je traduis parce que ce sont des Parisiens. Donc vous expliquez qu'il possède donc, à peu près tous les titres de presse de Lyon jusqu'à Strasbourg. Est-ce que c'est un cas isolé ou c'est courant dans la presse locale? Même jusqu'à Avignon, hein. C'est Metz, Nancy, Lyon, Grenoble, jusqu'à Avignon. Et pour le coup, c'est pas la gauche qui l'a mis en place. C'est pas la gauche, non, c'est pas des grignotages successifs. Sauf que le patron du Crédit Mutuel, l'ancien, mais qui est resté le patron du pôle presse, Michel Lucas, je vous le rappelle, est dans des liens de consanguinité et d'amitié assez particuliers. C'est notamment lui, c'est pas inintéressant dans notre histoire, qui aide Vincent Bolloré à faire son raid sur la banque Rivaux, la banque qui assurait les financements du RPR et de la France-Afrique. Donc il y a un lien d'amitié très ancien. Et donc ce qui expliquera par exemple que quand il y aura les censures décidées en septembre, il y a un an, de Canal, toute la presse nationale en parle, sauf pardon. Vous avez rien parlé, je ne veux insulter personne, mais aucun des journaux du Crédit Mutuel n'a évoqué les censures de Canal. Mais quel problème ça pose? Est-ce que le métier d'une banque est de diriger un journal? Bien évidemment que non. Quand je pense, moi, que
moi j'étais 13 ans au Monde, j'en étais le directeur adjoint à la fin.